Tunisia Bene House vous offre cette émission. Vérité de résurrection d'anciens partis après le PRD, la RB s'annonce. Le malaise de la réforme du système partisan perdure. Mesdames et messieurs, c'est l'un des titres phares du quotidien Matin Libre paru à la une ce matin. Alors que le second mandat du président Patrice Talon approche à son terme, des figures politiques semblent vouloir redonner vie à des partis que la réforme du système partisan avait pourtant voué à la disparition. En ligne ce matin dans votre rubrique l'interview matinale, le directeur de publication du quotidien Le Patriote, Marcel Zoumenou. Marcel Zoumenou, bien le bonjour. Merci, bonjour Latifat. Comment analysez-vous cette volonté de résurrection de partis politiques tels que la RB et le PRD à l'approche de la fin du mandat du chef de l'État Patrice Talon? Merci beaucoup. Moi, je voudrais partir un peu vers le début, à la genèse de cette réforme. J'avais fait plusieurs émissions à l'époque et j'avais souvent dit que j'ai l'impression que cette réforme est une réforme cosmétique en ceci que elle ne règle qu'un problème qui pour moi n'est pas pour autant un problème. C'est-à-dire, quand moi j'ai suivi à plusieurs reprises le chef de l'État qui était porteur de cette réforme, j'avais cru comprendre que l'objectif principal de cette réforme, c'était de réduire le nombre de partis politiques. Et là, j'ai vu qu'il y a comme une sorte de camisole de force. Parce que déjà, dans les anciennes lois, il y avait des dispositifs que si on les appliquait, on pouvait déjà arriver progressivement à l'élimination des partis. Et puis, moi, je peux dire, si on veut forcément imiter les systèmes politiques occidentaux qui ont 200 ans, 300 ans, 400 ans, par exemple, les États-Unis qui en sont arrivés à 2 partis majeurs. Je précise qu'il y a 2 partis majeurs, mais il y a aux États-Unis plus d'une centaine de partis. Et donc, mais il n'y a que 2 partis majeurs qui arrivent à accéder au pouvoir. Et donc, quand vous regardez tout, et vous tenez compte du fait que même si on avait 200 partis, il y en avait peut-être une dizaine ou une quinzaine qui sortaient du lot et qui avaient régulièrement le député à l'Assemblée. Quand vous regardez tout ça, on se disait que il y avait une réforme cosmétique. Mais là où les premiers faux pas de cette réforme ont commencé, c'est déjà dans la charte des partis politiques. Moi, je prends tout le temps la charte des partis politiques que je lis. Quand vous prenez la charte des partis politiques, c'est l'article 18 de la charte des partis politiques qui parle des conditions pour créer un parti. Et quand vous lisez cet article 18, on a cité les alinéas, les pièces à fournir. Oui. Et c'est la dernière pièce, le dernier alinéa qui parle de l'idéologie. Et on a dit l'idéologie à titre indicatif. Vous prenez l'article 18 de la charte des partis politiques, vous allez voir cela. Et donc, pour moi, à partir du moment où la réforme n'est pas basée sur l'idéologie, mais vous êtes capable d'avoir des paniers à crabes, et tous les partis qui ont été constitués après la réforme du système partisan, c'est des paniers à crabes. Je donne un exemple simple. Vous pouvez voir aujourd'hui, au sein du BR, un monsieur comme Emmanuel Golou, qui a été toute sa vie socialiste. Il a été président du PSD après Bruno Amoussou, qui est membre de l'International socialiste, mais qui se retrouve au BR, qui est un parti d'obédience, un parti de droite. C'est comme ça que vous allez retrouver également au sein de l'Union progressiste du Renouveau, quelqu'un comme Bruno Amoussou, mais quelqu'un comme Adrien Ombedi. Les deux sont des hommes politiques. Bruno Amoussou est toujours un homme de la gauche, il est socialiste. Et vous allez voir le maître Adrien Ombedi avec le PRD qui a toujours clamé être un parti de la droite. Et donc, les gens se sont associés et finalement se demandent autour de quel idéal ils se sont associés. Vous voyez des gens, comme je le dis, qui sont de plusieurs obédiences, de plusieurs idéologies politiques, qui se mettent ensemble pour créer des partis. Et déjà là,
on peut déjà pressentir que ça n'ira pas trop loin. Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées, ils ne partagent pas les mêmes visions du monde. Ils ne pouvaient pas s'entendre pendant longtemps. Et donc, on ne doit pas être surpris qu'après 6 ans, déjà, on sent déjà des gens qui ont envie de quitter, envie de prendre de nouveaux aides, d'être un peu plus libres. Et donc, pour moi, je dis, la réforme elle-même ne devrait pas être conduite de cette manière. Et ensuite, je dis que au début, il y avait déjà dans les tests fondateurs de cette réforme-là, les GM, que ça ne pouvait pas durer. Et je viens de mettre l'accent sur le fait que la charte des partis politiques, en son article 18, dire que on ne peut créer les partis, on n'a pas besoin en tant que tel d'idéologie pour créer des partis. Mais après, il faut voir également un autre aspect, l'aspect lié au fait que, et quand vous suivez très bien la réforme au début, on a comme l'impression que c'est la volonté d'une seule personne, du chef de l'État, qui s'est levé un jour, qui dit, bon, tout le monde doit s'allier. Et donc, on n'a pas senti trop de débats politiques pour faire adhérer les gens à la vision du chef d'État. Moi, j'ai vu passer de temps à autre des réunions, on dit, bon, les gens devraient se mettre ensemble pour créer de grands partis. Et puis, c'est parti comme ça, comme quelqu'un qui sort quelque chose de son sac et qui met sur la table. Et donc, il y a comme une sorte de forcing qui a été senti, une sorte de manière d'obliger les gens à aller dans cette réforme. Et quand vous obligez les gens à faire quelque chose, peut-être au début ils vont accepter, mais avec le temps ils vont se rebeller contre la chose. Mais enfin, le dernier élément qui peut expliquer toutes ces ambitions que nous observons aujourd'hui, toutes ces volontés, c'est la fin du régime de Patrice Talon lui-même. À la fin de chaque régime au Bénin, depuis 1991, il y a ce qu'on appelle une sorte de redéploiement politique, une sorte de changement de carte, des gens qui ont envie de se déplacer, de se positionner, tout ça. Tout ce mécanisme-là s'observe toujours à la fin des régimes. Et quand nous sommes à la fin du régime de Patrice Talon, on ne doit pas être surpris également que cela s'observe. Cela s'observe par le simple fait que les gens ont envie d'acquérir leur autonomie politique pour être en mesure de négocier des choses, être en mesure de faire des deals politiques, soit pour apporter des gens au pouvoir, soit pour être candidat. Et donc, moi, voilà les raisons qui, selon moi, peuvent expliquer ce que nous observons aujourd'hui, qui, on doit le dire très honnêtement, est un échec de la réforme du système parti. C'est un échec, selon vous, Marcel Zoumenou, mais il n'est pas encore quand même trop tard pour quand même penser à la réussite de la réforme du système partisan. Mais il a quand même, à vous entendre, il faut sauter certains articles au niveau de la charte des partis politiques et enlever cet aspect du forcing qui plane dans le paysage politique. Oui, absolument. Je dis que pendant longtemps, on a souffert, pendant longtemps, depuis tout au moins 91, avec l'ère démocratique, on a souffert réellement des partis basés sur l'idéologie. Et beaucoup de spécialistes vous diront qu'en dehors du Parti communiste, tous les autres partis nagent dans le flou artistique sur le plan idéologique. Et donc, on devrait s'entendre à ce que s'il y a une réforme qui devait organiser ce secteur, l'idéologie soit la base fondamentale de cette réforme. Mais malheureusement, c'est comme un éléphant annoncé, mais qui est arrivé avec un pied cassé. On dit, bon, on n'a pas besoin d'idéologie. Mais autour de quoi les gens vont s'assembler pour créer les partis politiques? Et donc, cette défaillance des tests a profité à beaucoup de gens qui se sont mis ensemble. Je ne sais pas si ce n'est pas affinité géographique. Bon, on ne dirait pas cela parce qu'aujourd'hui, tout au moins, on voit des partis qui ont des militants un peu partout sur le territoire, mais peut-être pas affinité, je ne sais pas, parce que ça ne répond à aucune logique, qu'on voit des gens qui étaient socialistes s'associer avec des gens qui ont tout étant de la droite ou de l'extrême droite. Et donc, on n'a créé que des paniers à crabes, avec des gens qui ont des intérêts divergents entre eux. Et si on a observé une relative accalmie jusque-là,
Moi, je dis que c'est parce que les gens ont peur de la présence et de la réaction du chef d'État. Sinon, dès le début, il devait y avoir les crises que nous observons aujourd'hui. Les gens n'étaient pas contents de se mettre ensemble avec d'autres. Les gens n'étaient pas contents d'être forcés à être ensemble avec d'autres. Et donc, pour moi, et oui, cette réforme est peut-être opportune, mais il faut la faire autrement. Il faut la rendre un peu plus souple. Et vous voyez les États-Unis, ils ne sont pas arrivés à 2 grands partis du jour au lendemain. Ils ont 300 ans, 400 ans de démocratie. Et c'est au bout de ce processus qu'ils ont pu avoir 2 grands partis. Pourquoi nous, forcément, on veut forcément imiter les autres en disant il faut forcément qu'on ait 2 ou 3 grands partis. Encore qu'aujourd'hui, malgré les réformes, on en a une douzaine déjà. Sans oublier que en dehors de la douzaine, il y a 1 ou 2 autres partis qui ont eu leur récépissé tout récemment. Exact. Et donc, quand moi j'écoute le chef d'État au début qui disait l'objectif c'est d'avoir entre 3 et 5, on est déjà largement au-delà des 5. Et là, on n'a pas encore fini avec le parti. Il y a d'autres qui continuent de déposer les dossiers. Simplement parce que on n'a pas mis assez de garde-fous idéologiques, de garde-fous dans les tests pour permettre aux gens de s'associer selon les idéologies. Moi, je continue d'insister sur le fait qu'on ne peut pas, en plein 21e siècle aujourd'hui, créer des partis sans qu'il y ait des idéologies qui soient à la base de ces partis politiques. Je peux bien comprendre qu'à la fin du régime, les gens ont envie de signer des accords politiques, de faire de nouveaux mariages politiques avec de nouveaux partenaires. Je comprends cela parce que le contrôle du pouvoir à partir de 2026 est un enjeu pour tous les partis. Mais je continue de vous dire que la réforme est née avec des défauts congénitaux qui aujourd'hui sont en train de se mettre en pratique et d'avoir leur effet sur la vie de ces partis. Marcel Zoumeno, l'ancien ministre Ganiou Soglo, évoque une promesse faite à sa défunte mère Rosine Soglo. Là, peut-on parler d'un acte symbolique ou d'un positionnement politique contre le modèle partisan actuel? Et est-ce que l'ancien ministre pourra-t-il vraiment concrétiser cette promesse sous le régime de la rupture? Alors, oui, symbolique, oui, parce qu'il veut faire honneur à sa maman qui est fondatrice de ce parti. Mais je dois rappeler que ce que le ministre Ganiou Soglo a dit n'est que symptomatique du contexte que je décrivais tout à l'heure. Dans quelles conditions l'ancienne RB a été contrainte d'entrer dans l'Union progressiste? Moi, je me rappelle très bien que ceux qui aujourd'hui ont créé l'Union progressiste et qui étaient partis de la RB ont fait un coup d'État, excusez-moi le terme, un coup pour destituer Liali Soglo de la tête du parti. Et c'est après avoir fait ce coup pour destituer Liali Soglo de la tête du parti qu'ils sont allés maintenant se fondre dans l'Union progressiste. Et donc à partir de ce moment, on comprend très bien que la manière dont la RB a été arrachée à la famille Soglo et puis à certains caciques, c'était pas très très catholique. Et donc qu'il y avait des ressentiments et des remords qui étaient là. Et qu'aujourd'hui, moi je suis pas surpris que le ministre Ganiou Soglo dise qu'il veut ressusciter ce parti, parce qu'on se rappelle très bien que la création de l'Union progressiste a été possible grâce à des gens qui avaient trahi Liali Soglo et la famille Soglo et qui sont allés se fondre dans l'Union progressiste. Donc, c'est la première raison qui explique cela. La trahison qui était à la base. Et puis, comme je le dis, ceux qui sont de ce parti avaient un idéal. Je ne dirais pas que c'était un idéal régionaliste, mais ils avaient un idéal qu'aujourd'hui, pour beaucoup, ils ne se retrouvent plus forcément dans l'Union progressiste. Donc, que Ganiou Soglo se lève aujourd'hui pour dire qu'il veut ressusciter ce parti, et s'il ressuscite ce parti, avec leur slogan, avec le retour du logo, mais je pense que vous allez trouver une sorte d'effervescence, une sorte d'engouement qui va accompagner forcément ce parti. Parce que j'ai comme l'impression que ce parti manque, en tout cas dans la sphère politique fond, ce parti aujourd'hui manque réellement. Mais maintenant, il faut voir un peu les possibilités pour lui de le faire. Est-ce qu'il en a les moyens? Je dois rappeler que contrairement au KPRD, qui lui
avait déjà été enregistré, a eu son récépissé après les réformes de 2019, et donc le PRD a eu son récépissé après les réformes de 2009, avant d'aller faire la fusion avec l'Union progressiste. Contrairement au cas PRD, la RB a disparu et n'a pas pu avoir un récépissé après les réformes de 2019. Et donc, si Gagnon Soglo a envie de reconstituer ce parti, c'est qu'il faut reprendre tout à zéro. Il faut aller mobiliser les militants, en avoir 17, je crois, ou 15 par commune, à raison de 77 communes, d'organiser un congrès, de refonder le parti, de déposer un dossier au ministère de l'Intérieur et d'attendre une probabilité d'avoir un récépissé pour pouvoir exercer. Et tout ça là, pour moi, ça relève d'un grand challenge pour lui aujourd'hui dans le contexte où nous sommes. Donc, je ne sais vraiment pas s'il peut arriver à réaliser ce vœu pour faire plaisir à sa maman, mais je crois que le fait de l'annoncer aura déjà un effet psychologique sur les militants actuels de l'Union progressiste, mais qui étaient des anciens renaissants et qui ne sont toujours pas contents de se retrouver au nom de l'Union aujourd'hui. Mais Marcel Azoumenou, quel crédit pourrait-on accorder aujourd'hui aux partis comme la RB et le PRD dans le paysage politique national s'ils arrivaient à refaire surface? Ont-ils encore... Oui, dans le premier temps, on peut supposer que ce sont des contestataires. On peut supposer que ce sont des cas contestataires ou bien que ce sont des rebelles d'une réforme qui est en train de marcher bon an, mal an. Mais au-delà de cette analyse qui peut être simpliste, moi, à mes yeux, il faut voir la profondeur des choses. Il faut voir le malaise qu'il y a aujourd'hui que le système partisan, la réforme du système partisan a créé et qui amène les gens à réagir de cette manière. Et Madame Latifat, nous sommes à 3 mois, presque, de la date fatidique du dépôt de candidature pour l'élection présidentielle. Parce que c'est en octobre, entre le 10 et le 14. Mais on n'a rien qui prouve qu'il doit y avoir élection dans moins d'1 an dans notre pays. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce qu'on dit toujours que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Pendant combien de temps ces candidats auront le temps pour se préparer, présenter leur projet de société, aller battre campagne, se faire connaître par les populations, être à la population. Et donc, on a comme l'impression qu'il y a un malaise que la réforme a créé et donc que les gens sont en train de se débattre pour sortir de ce malaise. Malheureusement, c'est ça. Je ne vous reçois pas très bien, madame. Les partis politiques respectent la réforme instaurée depuis quelques années. Oui, jusque-là, et depuis 2018-2019 que cette réforme est entrée en vigueur, bon, on peut dire qu'elle a plus ou moins marché et que les partis ont respecté. Mais je continue de vous dire que s'il y a des gens déjà qui commencent par s'y opposer après 6 ans, c'est qu'il faut se poser la question sur la longévité de cette réforme. Est-ce que après le départ de Patrice Talon du pouvoir l'année prochaine, est-ce que cette réforme va encore subsister? Est-ce qu'elle aura une durée de vie? Moi, j'ai comme l'impression que c'est comme un chef tout-puissant qui a imprimé un ordre donné, mais après son départ, les gens vont se dire, bon, maintenant nous sommes libres, on peut faire ce que nous voulons. Donc la réforme va disparaître en dehors de ces deux. Son départ. Allô? La réforme va donc disparaître selon vous. Allô, vous me recevez? Oui, je crains que après le départ de Patrice Talon, qu'il y ait beaucoup plus de velléité de s'affranchir des grands partis qu'on a observés jusque-là. Et qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de petits partis qui vont s'affranchir pour chercher à devenir indépendants. Moi, j'ai envie de dire ça et je pense que c'est ce qui va se passer. Mais outre les failles de la réforme, est-ce que le Bénin, avec cette volonté des grands leaders de renaître les anciens partis politiques, est-ce que le Bénin est réellement prêt à tourner la page du multipartisme intégral? Alors, moi, je
sais pas qui avait décrété qu'il faut tourner la page du multipartisme intégral. Ça a été décidé à la conférence nationale de 1990. Et donc, qui est aujourd'hui le seul organe constituant, le seul constituant primaire qu'on a au Bénin, c'est la conférence nationale de 1990. Et donc, si quelqu'un devrait décider, ou bien on devrait décider de ne plus faire le multipartisme intégral, il faut trouver un autre constituant qui puisse le faire. Et donc, vous savez très bien que la révision qui est intervenue au Bénin, je ne sais pas, en 2019, n'est pas consensuelle. Et donc, et qui est contestée par les gens. Et donc, pour moi, je ne pense pas qu'on ait décidé officiellement de sortir du multipartisme intégral. Et même si on avait décidé de sortir du multipartisme intégral, il faut trouver la manière pour aller progressivement vers peut-être 2 partis, 3 partis, comme la tendance qu'on observe aujourd'hui. Il faut aller progressivement. Il ne faut pas que ça soit une camisole de force pour faire forcer les gens à aller forcément se mettre ensemble alors qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Et donc, pour moi, il fallait créer un mécanisme pour obliger les gens progressivement à se mettre ensemble. Et moi, déjà, le financement public des partis était pour moi un meilleur mécanisme pour obliger les gens à se mettre ensemble. Parce qu'il suffit de dire simplement que c'est les partis qui ont un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale qui peuvent avoir le financement public. Et quand vous mettez des dispositions comme ça en place, au fil des années, vous allez voir que progressivement, les petits partis là vont se mettre ensemble pour créer de grands partis. Ça, c'est une manière d'aller aux grands partis sans faire de forcing. Aussi, il faut rappeler que déjà, la charte des partis politiques de 2013, qui a été modifiée en 2019, ou bien qui a été abrogée en 2019, avait déjà des dispositions qui encourageaient progressivement l'unification des partis pour aller vers les grands partis. Parce qu'il y a une disposition qui dit clairement que le parti qui n'arrive pas à participer à 2 élections législatives devait être supprimé. Mais on n'a jamais mis en application cette disposition. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut trouver des dispositions beaucoup plus souples pour aller progressivement vers 2, 3 ou 4 ou 5 ou plus partis politiques. C'est vrai que c'est bon, ça éclaircit le paysage politique, le débat est plus sain à l'Assemblée, il y a moins d'intrigues politiques, c'est bon tout ça. Mais il ne faut pas le faire de la manière la plus forcenée, la plus forcée. Voilà, pour terminer, Marcel Zoumenou, à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours avec ces rencontres et la posture de Maître Adrien Roubedi avec le président du parti, les démocrates? Doit-on s'attendre à un ralliement vers le parti pour les prochaines élections? Et que deviendra l'UP? L'UP s'il arrivait que le PRD se retirait de l'UPR? Merci beaucoup. Je ne peux pas dire grand-chose sur ce sujet parce que le contenu de ces rencontres entre le président et Adrien Mbeki et le président Boniaï n'ont jamais été rendus publics. Et moi, j'attends de voir, mais déjà de loin, au regard du contexte, on peut supposer qu'ils sont en train de discuter des accords possibles pour aller aux élections législatives ensemble, tout au moins les législatives. Bon, pour la présidentielle, c'est une autre paire de manches, mais tout au moins pour les législatives, je crois qu'il peut y avoir un accord entre les deux pour que, au cas où le PRD et l'Union progressive n'arrivent pas à s'entendre, que le parti, les démocrates, hébergent les leaders du PRD pour les élections législatives. Et nous savons très bien qu'il y a un grand intérêt également pour le PRD de le faire aujourd'hui. Au regard des résultats des dernières élections législatives, si vous regardez très bien les circonscriptions dans lesquelles le PRD, l'ancien PRD est toujours influent, je parle de la 15e, je parle de la 19e et je parle de la 20e. C'est souvent dans ces 3 circonscriptions que le PRD a souvent eu le maximum de députés. Si vous regardez ces 3 circonscriptions, mais vous vous rendez compte que dans la 15e et de la 19e, les démocrates ont talonné sérieusement l'Union progressiste. Exact. Vous regardez les chiffres, vous allez voir. Pour la première fois, on a, dans la 19e, la circonscription de Porto-Novo, à Guégué, à Diara, et vous avez 2 députés des démocrates.
3 pour l'Union progressiste. Et je peux vous dire que les démocrates ont battu largement le PRD, l'Union progressiste à Porto-Novo. Idem également dans la 15e, qui est une circonscription où le PRD est très puissant. Vous avez vu le score que les démocrates ont fait en allant arracher, je crois, 3 députés également. Et donc, c'est cela. Donc, au regard de cela, on peut se dire que oui, le PRD veut se mettre avec un parti qui est déjà assez fort dans sa circonscription. Et si les deux se mettent ensemble, ils sont encore plus forts. Je crois qu'ils vont faire des raz-de-marée dans la 15e, dans la 19e, la 20e et la 20e. Et donc, ça peut être un accord politique gagnant-gagnant pour les deux partis. Mais tout ça, c'est des hypothèses parce qu'on ne sait pas de quoi ils ont parlé. On va attendre quelques jours pour voir comment tout cela va prendre bon. Mais si le PRD arrivait à quitter aujourd'hui l'Union progressiste, ce serait un vrai coup, un vrai poignard dans le dos de l'Union progressiste. Et ce parti va s'affaiblir après ce départ. Merci à vous Marcel Zoumeno pour toutes vos analyses. Je rappelle Merci que vous beaucoup, êtes analyste politique et directeur de publication du quotidien Le Patriote. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup, cher conseil.